Xavier Mauméjean, avec vous, on va remonter beaucoup plus loin, presque aux origines. Là, on est plus qu'encore dans l'Antiquité. C'est vraiment carrément les sources des civilisations et des civilisations, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit ministre ou pas, dont nous descendons encore aujourd'hui. Et dont on parle hélas beaucoup aujourd'hui. Oui, oui, exactement, puisque là, en plus, avec Car je suis Légion, on va être du côté de Babylone. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans l'étude de Babylone, c'est le fait que ce soit pour nous gréco-latins, pour faire simple, le radicalement autre. Babylone, c'est comme s'il y avait des Aztèques à 2 heures de vol de chez nous, c'est à peu près ça. C'est une civilisation où il est tout à fait normal d'avoir dans la maison des koubous, c'est-à-dire des fantômes d'enfants morts, les enfants qui sont soit issus d'avortements ou qui sont morts dans leurs premiers mois sont toujours là. Quand on a un bébé, on lui façonne un collier avec des petites têtes de Pazuzu, qui est le démon qu'on voit dans le film L'Exorciste. Et donc, en confiant votre bébé à Pazuzu, le prince des démons, vous êtes sûr qu'il lui arrive rien. Enfin, c'est cet imaginaire-là qui est tout à fait normal, celui de Babylone, qui m'intéressait parce qu'il est totalement différent de nous et qu'il est, comme vous l'avez très bien dit, c'est une de nos sources en tout cas, puisque au même moment le peuple juif a été réduit en esclavage littéralement par le roi Nabuchodonosor II. Donc il a exilé quantité de juifs, d'excellents artisans, des scribes, à Babylone pour servir l'Empire, et en retour les Araméens vont hériter de toute la religion babylonienne, le déluge, le serpent des origines, le jardin, etc. Le jardin, c'est les jardins suspendus de Babylone. Et donc moi j'ai écrit un roman qui se passe lors d'un fait réel qui avait lieu régulièrement, qui est que quand il y avait de mauvais présages, les prêtres, parfois, décidaient d'arrêter le temps. On figeait le temps que les dieux principaux se reposent. C'était normal, ils agissaient à notre égard, donc on devait les payer en retour. Et pendant que le temps était suspendu, s'il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de loi. S'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de passé, donc il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de coutume, il n'y a plus de futur, donc il n'y a plus de projet. Et s'il n'y a plus de passé et plus de futur, il n'y a plus de présent. Donc pendant ce non-temps, vu qu'il n'y avait pas de loi, tout était permis. Donc massacre, viol, vol, inceste, etc. De manière à faire couler le sang pour régénérer les dieux. Et une fois que les prêtres avaient estimé que les dieux avaient suffisamment pris de repos, on arrêtait cette période de non-temps et tout devait recommencer à l'identique comme avant, en ne tenant pas rancune en plus. Dans une famille où il y avait eu un infanticide ou un parricide, la vie devait reprendre telle qu'elle, parce qu'il y avait une loi, hein, c'était pas une coutume, c'est une loi qui décrétait le pardon général. Et donc mon roman se passe pendant cette période de non-temps où un juge, alors les juges de Babylone étaient juges, jurys et bourreaux, ils étaient la loi en marche, ils étaient appelés Satamou, qui a donné Satan, tout simplement, les accusateurs, et donc c'est un des juges qui ne peut pas agir puisqu'il n'y a plus de temps, mais qui repart dans le massacre général, un meurtre qui semble avoir été prémédité, et donc prévu avant la suspension du temps. Et donc, dans cette espèce de chaos total, il va enquêter. Voilà. On va y revenir, parce qu'il y a des aspects intéressants dans ce que vous venez de dire, Xavier, et qu'on examinera un peu plus en détail. Aurélie Wallenstein, on part avec vous, alors également dans l'Empire romain. On va voir que c'est un empire romain un petit peu décalé quand même, hein, parce qu'il y a une notion de fantastique qui intervient à l'intérieur. Expliquez-nous un peu la genèse de Chevaux de Foudre. Où est-ce qu'on est, quand? Alors en fait, à la base, j'avais vraiment envie d'écrire un roman historique. Je suis partie dans l'idée de faire un roman historique avec au cœur de l'aventure des chevaux. Donc j'ai ouvert mon encyclopédie du cheval que j'ai à la maison, j'ai un peu feuilleté les différentes
époques il y avait autour de la mythologie équestre. Et je suis partie d'anecdotes en fait, qui m'ont marqué, qui m'ont frappé, qui m'ont plu, et qui m'ont amené à Rome. C'était déjà la première chose que le cirque Maxime, où se déroulaient les courses de chars dans l'Antiquité romaine, était sans doute le plus gros édifice sportif qui existait sous terre. Et déjà, je trouvais ça intéressant, donc que l'intrigue se déroule dans un bâtiment aussi extraordinaire qui était cet hippodrome. Et l'autre anecdote qui m'a bien plu, c'était que le sportif le mieux payé de tous les temps serait un orige, quelqu'un qui dirigeait un char à l'époque et qui s'appelait Dioclès. Et vraiment, on dit que sa fortune était plus grande que celle de Tiger Woods. Quand on remet les monnaies, je ne sais pas comment ils font leur calcul. Bon, voilà. En sesterces constantes. Et donc voilà, ce Dioclès qui était donc un esclave illettré et qui est devenu un champion adulé par les foules à Rome et qui gagnait des fortunes avec ça. Donc voilà, ça m'a plutôt intéressé, je trouvais ça marrant. Donc j'ai eu envie de faire un roman sur le cirque Maxime, sur les courses de chars, et autre chose que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que avec les gladiateurs dans l'arène, il y aurait eu des gladiatrices. Ça c'est historiquement, on dit qu'elles ont existé. Par contre, dans les courses de chars, il n'y avait pas de femmes. Ça, nulle part dans mes recherches, en tout cas, j'ai vu ça. Donc voilà, j'ai eu envie de faire un personnage de fille qui allait finalement se défendre à travers les courses de chevaux à Rome. Une petite esclave qui va, anonyme, qui va se faire un nom dans les courses au cirque Maxime. Et peu à peu, en fait, quand j'ai fini le roman, il y a eu quelque chose qui m'a... Je sais pas, je trouvais que c'était pas... Il me manquait quelque chose, et en fait, c'était la dimension fantastique. Alors, on va y revenir sur cette dimension fantastique. Voilà. Et puis, on va terminer ce premier tour de table avec Alain Grousset, qui, comme tous les ans, va nous expliquer sa ferveur et sa passion pour le monde antique. D'où vous vient-elle, cette passion pour le monde antique, Alain? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas du tout. Mais en fait, moi, je suis le seul à ne pas mélanger le fantastique avec l'antiquité par rapport à mes trois co-auteurs. Moi, j'aime bien le roman historique. Je prends ça pour me laver la tête un petit peu de 2-3 romans de science-fiction que je fais, puis après je passe à un roman historique. Et après je reprends le roman de science-fiction. Mais je reste dans une rigueur historique. Bon, peut-être aussi, parce que je pense que je m'adresse à des enfants, et que les enfants vont à l'école, et qu'à l'école il y a des professeurs d'histoire, et que les professeurs d'histoire n'aiment pas forcément le mélange, donc je reste vraiment le puriste de ce côté-là. Alors c'est un aspect qu'on verra avec plusieurs de nos auteurs ici, puisqu'on a, sur 4, on a 3 romans étiquetés jeunesse, même si c'est pas forcément toujours le cas, mais on en a au moins vraiment 2 auteurs pour le public très jeune. On verra justement comment vous travaillez, mais sur quelle... il y a courant d'air. Sur quelle source peut-on travailler quand on s'attaque justement à une époque comme ce 5e siècle dont on apprend, alors on apprenait peut-être, parce que je suis d'une génération où on apprenait encore ça, mais qu'il y avait Attila le Hun, il y avait Clovis, et là on est entre les deux finalement, c'est ça? On est quand même vraiment au tout début du 5e siècle, c'est-à-dire en gros, donc je parlais de l'entrée des barbares dans Rome, c'est, si on veut des dates, c'est 410, et là en gros pour moi ça commence vers 405 en gros, vraiment juste avant. Donc à ce tournant vraiment de l'histoire. Bon, après, sur une période historique, il n'y a pas de secret, de la documentation, encore de la documentation et toujours de la documentation. Voilà. Mais elle est d'époque ou c'est vraiment du travail historique C'est tout ce que je peux lire, tout ce sur quoi je peux tomber, tous les gens que je connais qui s'y connaissent dans la période, qui me conseillent des livres, avec qui je discute. C'est aussi pour recréer l'époque vraiment quelque chose qui me vient peut-être de mon ancien boulot. C'est essayer de recréer concrètement des morceaux de l'époque. Par exemple, essayer de recréer des recettes romaines avec les ouvrages d'adaptation des recettes romaines aux ingrédients actuels. Essayer de recréer des combats au glaive. Qu'est-ce que c'est un combat au glaive romain contre une épée barbare, par exemple?
quelles sont vraiment les sensations qu'on a quand on entre dans ce genre de combat. Donc moi-même en faire avec, j'ai la chance d'avoir des amis qui font de la reconstitution d'escrime ancienne. Et ça me permet donc d'aller leur dire tiens, tu peux pas faire un petit duel là, allez, voilà, alors j'ai besoin de ça et ça pour ce roman, donc on va faire ça ensemble. Et voilà. Et, ça pèse une tonne un glaive romain, non? Bah, de toute manière, beaucoup, disons, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est arme ancienne, petite digression, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'elles sont en général beaucoup plus lourdes que ce que je croyais. Et, y compris la rapière qui fait toute fine, qui fait toute élégante dans certains romans de fantasy. Non, une rapière, c'est pas fin, c'est pas élégant. Une rapière, c'est brutal. Une rapière, ça pèse une demi-tonne. Et une rapière, c'est fait pour faire mal. Et c'est fait pour faire mal à une époque où la moindre blessure peut gangréner et peut vous faire mourir. Donc c'est une arme grossière. C'est une arme vraiment qui tape fort. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, est super intéressant pour d'autres époques. Donc là, on s'est garanti.